Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Vous et moi. Dans les années 90, le pays tout entier a vécu au rythme des compressions du personnel, autrement dit des licenciements abusifs ou économiques. Ceci a engendré des drames familiaux parce que beaucoup d'employés victimes de ces plans sociaux n'ont pas eu l'opportunité de se reconvertir. Au lendemain de la fête internationale du travail, l'émission de ce jour porte sur l'après-licenciement. Comment se reconstruire après un licenciement? C'est le thème dont nous allons débattre pendant les 90 minutes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bon après-midi une fois de plus et bienvenue au débat. Madame Chouala, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Audrey, bon après-midi à tous les téléspectateurs. Alors, on a un deuxième invité qui va nous retrouver dans quelques instants sur ce plateau, Maître Bondje, avocat au barreau du Cameroun, que vous connaissez tous, un habitué de ce plateau. Mais en attendant que tout soit OK, je vais démarrer avec Madame Chouala. On va entrer de plein pied dans le débat. Je vais vous poser la première question. Pourquoi ressent-on toujours de la honte après un licenciement? Alors, il faut dire que au départ, quand on perd son emploi, certaines personnes ont la capacité de se remettre rapidement, mais il y a d'autres personnes qui ont des difficultés à se remettre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a honte? Il faut dire que le cliché de quelqu'un qui a perdu son emploi a plusieurs, on va dire finalement, plusieurs orientations de vision. Oui. Alors, quand quelqu'un perd son emploi, à la base, il y a la colère, il y a, on va dire quoi finalement, il y a la remise en question. Oui. En tant que personne et en tant que professionnel, parce qu'on se pose quand même pas mal de questions sur pourquoi ça m'arrive à moi et en ce moment, comment est-ce que je dois m'y prendre. Mais en dehors de la personne même qui se remet en question pour tout, il y a son entourage. L'entourage qui peut être directement la famille, parce qu'en fait on a envie, quand vous perdez votre emploi, que vous retrouvez rapidement un autre emploi, on ne vous ménage pas tellement et malheureusement, on ne tient pas compte de votre état d'esprit pour pouvoir effectivement se mettre à la recherche du travail. Mais à côté de ça, il y a également que la société elle-même, le regard des autres, les idées reçues qui veulent que finalement, quand vous perdez votre emploi, vous êtes orienté vers cette catégorie de personnes qui n'est pas forcément élogieuse, les chômeurs. Alors, on a autant eu une mauvaise lecture des chômeurs pendant qu'on est travailleur, mais quand on se retrouve dans cette position, on a du mal à s'accepter, on a du mal à accepter. On a du mal à assumer. À assumer. Alors bon, il faut également dire que toujours, parce que je vais finir par arriver à éclairer finalement mon propos pour expliquer pourquoi on a honte, il faut dire que les médias non plus ne vous aident pas quand vous avez perdu votre travail, compte tenu du fait qu'on stigmatise cette position de chômeur. Et on a tendance à penser que quand on a un certain âge, parce qu'on est parti on a été licencié, on ne peut plus facilement avoir un travail. On vous lâchera, par exemple, à 50 ans, on ne peut pas retrouver un travail facilement. Donc, c'est difficile à assumer. Mais aussi, quand on a perdu son travail, on a aussi envie de se remettre. Du coup, il y a un esprit de formatage qu'on vous inculque finalement. Et ça vous met en position, malheureusement, de faiblesse. Parce que il faut dire que quand vous avez perdu votre travail, vous avez envie de le retrouver. Et malheureusement, les choses sont tellement établies, telles qu'on vous dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. C'est stigmatisé. Voilà. Alors, pour arriver à quoi, Audrey? Pour arriver à dire que c'est un état, malheureusement, qui est compréhensible. Parce que vous êtes finalement une personne inutile, socialement inutile. Donc, du moins, c'est l'impression que l'on a. C'est l'impression qu'on a tout de suite parce que les autres vous renvoient cette image. Puisque de toutes les façons, vous n'avez plus de revenus. Vous n'allez pas servir à grand-chose si ce n'est la dépendance finalement. Et donc, du coup, comme vous avez été une personne complètement indépendante, avec la perte de l'estime de soi, finalement, vous n'avez plus confiance, donc vous développez de la honte aux yeux de la société, aux yeux des personnes proches, et vous vous dites, finalement, est-ce que je pourrais être à la hauteur? Finalement, est-ce que je ne suis pas nulle? Est-ce que ça ne m'arrive pas parce que je le mérite bien? C'est ça, ce sentiment de honte qui se déploie et qui est dû au fait qu'il y a un regard de la société, mais il y a un regard de soi-même. Parce qu'on se dévalorise. Ce n'est pas évident du tout de perdre son travail, de se dire que on le mérite. Non, c'est difficile. On se dit, soit on est victime d'un système, soit il y a un jugement qui a été subjectif, soit c'est une évaluation qui n'était pas forcément objective. Il y a tous ces éléments qui font en sorte que finalement,
on se dit, est-ce que je vole vraiment le coup? Et du coup, on a honte de s'afficher, on a honte de parler, on a honte de s'exprimer, parce que il y a l'image qui vous colle à la peau. Bah, c'est un échec. On a le sentiment que c'est un échec. Du moins, la société nous fait croire que c'est un échec. Absolument. Surtout la société. Alors, on va voir si Maître Bondier partage le même avis que vous. Maître Bondier, bon après-midi. Merci Audrey. Merci d'être là. J'ai fait des efforts inestimables. Si vous dites d'où je sors, vous vous demanderez comment je suis arrivé quelques instants après. Ben, l'essentiel d'être là et de partager avec vos téléspectateurs des thèmes aussi importants. Vous savez, nous sortons d'une fête de travail. Je n'ai pas souvenance d'avoir vu trop de thèmes débattre effectivement sur ce genre de sujet qui, à mon sens, est d'une importance capitale. Parce que quand vous dites de reconstruire, ça veut dire qu'il y a destruction. Quelque chose a été détruit. Comment donc reconstruire ce qui a été détruit? Mais à mon sens, pour revenir, je crois que vous l'avez indiqué au début, mais pour revenir, dire qu'un licenciement, effectivement, c'est la rupture d'un contrat, un contrat de travail. Sous d'autres termes, on peut parler de radiation dans d'autres contextes. Et cela veut dire qu'il y a un contrat au départ qui vous lie soit une entreprise, soit une personne. Et que ce contrat, qu'est-ce que vous y gagnez? Vous apportez vos prestations de services et l'autre vous paye. Et entre vous deux, il y a ce qu'on appelle un lien de subordination. Et donc, ce contrat peut être à durée déterminée comme à durée indéterminée. Lorsqu'il a durée déterminée, ça arrive à échéance, après le terme que vous êtes fixé, mais il peut arriver qu'avant l'échéance, il y ait des problèmes. Donc rupture. Mais le plus souvent, ce qui pose des cas, et là où il y a la jurisprudence abondante dans nos juridictions, c'est beaucoup plus ce que vous appelez dans vos sociétés les DDI. C'est-à-dire que les CDI, c'est-à-dire les contrats à durée indéterminée. Au départ, vous vous fixez un certain nombre de règles dans votre contrat, mais il peut arriver que ce contrat prenne fin, soit à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié. Mais le plus souvent, ce qui est choquant, parce qu'il faut le dire, le licenciement ici est généralement du fait de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur peut vous licencier soit par des motifs légitimes, on parle du licenciement légitime, soit parce qu'il veut vous licencier, il n'y a pas de motif réel et sérieux pour vous licencier. On parlait donc à ce cas-là de licenciement abusif. Mais il peut arriver aussi que le salarié lui-même décide de quitter l'entreprise. On ne parlera pas de licenciement cette fois-ci, mais on parlera de démission. C'est-à-dire que lui-même, il a démissionné. De tous ces cas pratiques que je suis en train d'évoquer, avec effectivement le fait qu'il y a des employés protégés dans l'entreprise, notamment les délégués du personnel qui sont protégés, les femmes mariées, les femmes enceintes, les enfants, etc., qui ont une législation parfois favorable. Par exemple, en état de grossesse, la femme bénéficie d'un certain nombre d'éléments. Alors, si vous licenciez dans ces personnes protégées, on parlera non seulement du licenciement abusif, mais abusif et irrégulier. Donc, parce que ça doit suivre certaines procédures. Maintenant, donc, pour qu'on parle de celui-là, effectivement, qui est affecté, il faut donc que le fait de le licencier affecte non seulement son physique, mais aussi son moral. Cela suppose, en fait, que la faute ne lui est pas trop imputable, parce que si c'est vous-même qui avez démissionné, ce serait difficile de dire je vais reconstruire sans savoir pourquoi vous reconstruisez. Donc si vous démissionnez, ça veut dire qu'on ne quitte pas un bateau quand on n'a pas un autre. Ça veut dire qu'on a trouvé des solutions. Mais si on vous démit, c'est-à-dire que si on vous licencie, parfois c'est des périodes où vous vous attendez moins, et donc vous faites face à un certain nombre de problèmes. Un autre élément que je voulais soulever à l'entame de ce débat, c'est qu'effectivement, dans le contexte purement africain, ça ne se perçoit pas très vite. Ça se perçoit certainement dans les contrées urbaines que rurales, mais dans les pays occidentaux où le capitalisme à outrance et l'individualisme est venu mettre le pas, ça se perçoit très vite parce que vous êtes seul face aux difficultés. Ici, on a encore quelque chose que vous pouvez avoir des gens qui vous conseillent. Vous pouvez aller chez grand-mère manger le tapioca quelques instants, mais ailleurs, les gens se suicident parce qu'ils sont étranglés par les problèmes auxquels ils font face dès qu'ils n'ont plus de revenus. Vous vous souvenez que les travailleurs en Europe, par exemple, ils sont tous endettés parce que le jour où il commence le travail, il prend un crédit équipement, il prend un crédit automobile, il prend un crédit, il vit bien, c'est vrai, mais il vit avant de payer. Et donc, quand on lui coupe ce salaire,
il y a un certain nombre d'éléments auxquels il doit faire face. Alors que chez nous, le plus souvent, il faut constituer son épargne parce que les crédits, on ne les donne pas souvent à n'importe qui. Il faut constituer votre épargne. Et généralement, quand vous licenciez, vous n'avez que des problèmes courants qui vous regardent, les enfants qui ne vont plus aller à l'école, cette femme qui ne vous regarde plus comme vous regardez, parce qu'effectivement, vous n'assumez plus. C'est tout cela qui, effectivement, affecte l'être qui est licencié et qui fait de lui quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme un deuil. C'est un peu comme quelqu'un qui perd une personne très chère. Ça devient comme quelque chose de parti de vous. C'est-à-dire que vous ne vous sentez plus homme, parce que partout où vous arrivez, il y a les railleries. Votre femme à la maison ne vous respecte plus. Vos enfants vous regardent avec mépris parce que vous n'assumez plus, etc. En fait, les enfants se sont diminués. Hein, vous vous sentez diminué. Généralement, même, c'est de ça qu'on parlait avec Mme Chouala tout à l'heure, généralement, on a honte. Oui, on a honte de se retrouver sans emploi. Il y a le sentiment de honte, mais le sentiment de honte même peut valablement être surpassé. C'est le sentiment même d'incapacité à assumer. À assumer ses responsabilités. Vous savez, quand on travaille tout autour, et chaque Camerounais, pour ne parler que de notre contexte, qui travaille, a autour de lui au moins 20 personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes directes, sa femme, ses enfants, son père, sa mère, son beau-père, sa belle-mère, mais il y a des indirects, ça veut dire le neveu, le cousin, etc., qui comptent qu'à la rentrée scolaire, ils puissent glaner quelques cahiers chez toi, à la rentrée scolaire, peut-être qu'ils puissent avoir aussi des tenues, etc. Cette grand-mère qui vient en ville aussi vous voir pour essayer de respirer par l'air pur, mais voir aussi la lumière comme tout le reste, vous devez quand même la faire rentrer, c'est toujours des moyens. Donc, vous vous sentez à un moment donné incapable d'assumer. Et à ce niveau-là, si vous n'êtes pas fort, c'est-à-dire qu'intérieurement, préparé, psychologiquement fort, vous entendez souvent parler de suicide. Cela peut vous traverser le cou. Et nous recevons parfois des hommes chez nous, même des femmes, qui, ayant perdu leur emploi, se sentent inutiles en société parce qu'ils ont tout perdu. Il y a aussi une autre catégorie, peut-être j'achèverai par là, de personnes qui utilisent effectivement les quelques moyens qu'ils ont pour se sentir au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'il a passé le temps à piétiner les autres par les quelques moyens qu'il avait, et donc le respect qu'on lui devait dans la société, c'était par rapport à son argent. Et quand il perd dans son emploi, il devient la risée. Parce qu'effectivement, il a passé tout son temps à se moquer des autres, et effectivement, l'occasion, le retour de l'ascenseur revient. Parce que les gens vont se dire aujourd'hui, essaie encore de nous dire ce que tu disais, tu es devenu n'importe qui. Et je terminerai par l'anecdote de cette dame-là, qui à chaque fois que je connais, qui était de ma famille à l'époque, une maman, qui son mari était bien positionné, avait les moyens, mais son mari, et quand elle venait au marché pour faire le marché, elle se moquait des autres femmes, c'est-à-dire elle arrête votre marchandise avec des pincettes de doigts, et insulte un peu, etc. Mais il s'est trouvé que son mari perd de l'emploi. Et qu'elle n'ait plus rien, elle-même maintenant elle est venue au marché pour vendre. Et imaginez un seul instant ce qui est arrivé à cette dame. Elle a pu fuir le marché. Oui, on est à l'abri de rien. Hein. Du coup, il faut faire attention aux actes qu'on pose. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ce ne sont pas tous ces sentiments que l'on ressent, Mme Chouala, lorsqu'on a perdu son emploi, qui nous empêchent de voir les autres perspectives qui nous entourent? Il faut dire que tous ces éléments ont un impact conséquent, ça entame carrément la psychologie de la personne. Et donc, du coup, effectivement, tant qu'on n'a pas finalement repris, je veux dire, quand on n'a pas finalement, après la remise en question, quand on n'a pas finalement repris l'estime en soi, ça devient compliqué. Parce que sans sortir de... Enfin, c'est après l'estime en soi qu'on a confiance à nouveau en soi. Et il faut pouvoir traverser tous ces éléments. C'est difficile parce qu'on est dans une société qui juge et qui veut le résultat à l'immédiat. Chacun de son côté, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la belle famille, que ce soit dans avec les amis autour de soi, il a tracé un cliché qui m'a intéressé tout à l'heure, je vais enchérir parce que vous imaginez, vous avez un revenu permanent, vous avez l'habitude de vous retrouver l'après-vendredi, l'après-boulot du vendredi, et que c'est vous qui avez l'habitude de gérer les factures aux amis et tout, et que du jour au lendemain, vous ne soyez plus capable. C'est une frustration énorme. Parce que, autant vous le faisiez peut-être sans vous rendre compte que ça frustrait certains,
parce qu'il y a un orgueil derrière, autant vous encaissez l'image seulement de la personne qui décide que bon, elle ne vous offre pas à boire. C'est lourd, c'est très lourd. Et du coup, si vous n'avez pas une force psychologique importante et conséquente, c'est-à-dire, évidemment, ça doit se travailler tout ça, c'est pas du jour au lendemain. Il faut travailler la confiance en soi, l'estime d'abord de soi, mais aussi la confiance en soi. Parce qu'au-delà, et malheureusement, autrement, on ne peut pas. On ne peut pas passer à autre chose. Parce que comme je l'ai développé tout à l'heure, il y a tellement de barrières autour. Du coup, comme personne ne s'occupe de vous-même, on s'occupe de votre cas, du fait que vous n'ayez plus d'emploi, mais on ne s'occupe pas de vous. Ça fait que toutes les orientations sont vers il faut rapidement trouver un emploi. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as déjà frappé à telle porte? Est-ce que c'est le cas qu'on veut gérer? C'est pas la personne qu'on veut gérer. Pourtant, c'est la personne qui permettra de gérer son cas. C'est-à-dire qu'il faudra déjà qu'elle, sur elle-même, ait travaillé pour pouvoir gérer son cas avec l'accompagnement des autres. Donc, effectivement, tous ces éléments sont importants, mais surtout doivent être travaillés pour espérer. Parce que, dites-vous une chose, c'est que quand vous avez finalement pu obtenir un rendez-vous, parce que vous aurez un entretien, et que cet entretien ne se passe pas bien, vous avez le sentiment que vous êtes dans une spirale d'échecs. Et qui dit spirale d'échecs remet en question, finalement, ses compétences. Ses compétences, son estime, sa capacité à pouvoir, un jour à nouveau, trouver un travail. Donc, ces éléments sont vraiment capitaux pour envisager sortir de cet état et travailler à nouveau. Voilà. Alors, Maître Bondy, que doit faire l'entourage de la personne qui perd son emploi? Oui, avant de venir sur votre question pertinente d'ailleurs, je voudrais partir d'un principe que nous tous nous avons lu et connu. Vous savez, Voltaire disait « Le travail est loin de nous, 3 grands mots. La nuit, le vice et le besoin. » Quand quelqu'un qui était actif, parce que le licenciement suppose que vous n'êtes plus actif, c'est-à-dire vous rentrez à la maison, en principe. Quelqu'un qui était actif et qui ne l'est plus, il se confronte donc à ces 3 grands mots. C'est-à-dire que sur le plan purement physique, il va s'ennuyer. Vous savez, quand vous vous ennuyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver. Il peut se dire que, bon, comme je n'ai rien à faire, je vais faire ceci. Vous trouvez tous les travers des vices. Parfois, il devient un soulard. Il peut devenir un soulard, il peut devenir un brigand, un voleur. Il peut devenir. Et le besoin, effectivement, il ne peut plus satisfaire à tous les besoins. C'est-à-dire, il ne peut plus acheter ci, il ne peut plus acheter ça. Ça, c'est sur le plan purement peut-être physique, mais il y a un autre élément destructeur. Et lui, on ne peut pas facilement l'enlever de soi. C'est cet élément psychique, psychologique, moral, qui vous hante tout le temps en vous disant « Mais vous êtes inutile, qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que vous ne vous sentez utile à la société que lorsque vous apportez votre part de contribution en travaillant. Maintenant, vous me posez la question si... Que doit faire l'entourage de la personne qui a perdu son emploi? Comment accompagner cette personne-là dans... Au-delà de l'accompagnement, il faut d'abord que la personne elle-même, c'est-à-dire que nous parlons pas seulement des licenciés, nous parlons de ceux qui peuvent être licenciés demain. Parce que vous savez, le monde est évolutif. Aujourd'hui, les sciences évoluent, tout évolue. Il ne faut jamais qu'on se dise que l'emploi qu'on a est un emploi définitif. Parce que même les machines qu'on crée, les appareils qu'on crée peuvent remplacer valablement une catégorie de personnes. Vous savez qu'on avait des secrétaires sténodactylographes il y a moins de 30 ans. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, si quelqu'un se forme dans ce secteur, il ne trouvera pas d'emploi. C'est vrai qu'il y a la réinsertion, on en parlait tout à l'heure, il y a la formation, etc., etc. Mais il faut, dès le départ, et c'est là où je veux insister, il faut que dès le départ, vous puissiez mettre votre entourage dans les normes. C'est-à-dire que ne traitez pas votre entourage comme si vous étiez un potentat. Vous avez votre épouse que vous maintenez grâce aux moyens. Le jour où vous n'avez plus, elle va partir. Vous avez vos enfants que vraiment vous glissez par de l'argent. Le jour où vous n'avez plus, ils ne vous respectent plus. Bref, l'entourage ne fera que ce que vous avez fait de cet entourage. Si vous leur avez apporté les secours nécessaires dans les normes, le retour de l'entourage, c'est d'être encadré. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens un être très fragile. Il faudrait qu'on t'apporte assistance, secours et même conseil. Ailleurs, il y a des psys
qui essaient un peu de donner des conseils aux autres. Il y a des sociétés qui s'occupent justement de la réinsertion de ceux qui sont... malheureusement, nous décrions chez nous, on a ces sociétés comme le Fonds national de l'emploi, mais qui, à mon sens, ce volet ne les préoccupe pas trop. C'est-à-dire le volet, pas de réinsertion dans la société, mais déjà d'occuper ceux qui ont perdu leur emploi en leur donnant espoir. Et en leur disant que parfois, la perte d'un emploi, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose pour ceux qui savent rebondir. Parce que vous pouvez, vous savez, Dieu agit dans beaucoup de contextes, excusez-moi de l'évoquer. Vous pouvez perdre un emploi, vous croyez que vous l'avez perdu et que la vie finit, alors que c'est un moyen pour vous de rebondir et d'avoir plus. Peut-être vous avez choisi un mauvais chemin, peut-être que ce chemin-là va se boucher dans 5 ou 10 ans. Vous avez des sociétés qui ferment, peut-être avant la fermeture, vous êtes licencié. Cela vous permet d'aller ailleurs et quand ils fermeront, vous trouverez que vous avez plutôt eu la chance de partir, parce que si vous n'étiez pas parti, vous serez surpris. Donc, ne pas prendre le licenciement comme la fin. Ne pas prendre le licenciement toujours du mauvais côté. Du mauvais côté. Et là, l'entourage a un rôle extrêmement important à apporter à celui-là qui a été déflaté pour qu'il reprenne confiance en lui, qu'il reprenne la maîtrise en lui et qu'il puisse aborder la société. Il n'y a pas que l'emploi salarié, et ça, il faut le dire aux autres. Il n'y a pas que l'emploi salarié, c'est ça qui a le plus perdu beaucoup de personnes formées dans nos universités. Vous savez que de plus en plus aujourd'hui, les gens comprennent que la fonction publique ne paye pas. C'est un sacerdoce. Mais je peux vous assurer que nous, quand nous entrions à l'université à l'époque, dans les années 84-85, à l'époque, on rêvait d'être dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on rêvait d'être un grand administrateur, etc. Mais je vous assure que si vous suivez la rémunération intrinsèque de ces cadres de la fonction publique, il n'y a rien à les envier. C'est vrai qu'on les envie parce qu'il y a les à côté, il y a tout ce que... Les avantages, etc. Mais sur le plan intrinsèque, quand vous êtes dans le privé, vous n'enviez pas celui qui a la fonction publique. Et donc, vous voyez donc que cette imagerie de rester stable, de rester statique, ne permet pas à quelqu'un de montrer toutes ses capacités, de sortir tout ce qu'il a dans sa personne. Mais lorsque vous êtes devant les difficultés, comme le disait d'ailleurs quelqu'un, un grand écrivain qui disait que c'est devant l'obstacle que l'homme se découvre. Et donc, il faut parfois être mis devant ce genre de constat d'échec. Parce que le licenciement aussi, c'est un échec qui peut être personnel, parce qu'on peut vous licencier pour inaptitude professionnelle. On peut vous licencier sur des fautes que vous-même vous avez commises. Vous devez vous remettre en question, réexaminer votre personne pour se dire, tel que j'étais parti, la société ne m'a pas accepté. Comment il faut donc que je change pour être accepté par les autres? Et à ce moment-là, comme on l'avait indiqué ici à une émission sur l'éducation, vous revenez sur la formation initiale qui n'est pas seulement sur les aptitudes, mais sur les attitudes aussi. Voilà ce que je voulais dire. Madame Chouala, au vu de l'instabilité de l'emploi, doit-on se projeter sur le court, le moyen ou le long terme? Alors, il faut dire que c'est difficile. C'est difficile parce que tant qu'on travaille, c'est vrai, M. Bondi a dit tout à l'heure que voilà, la société qui est en mouvement, l'économie faisant et tout, on peut à tout moment se retrouver dans des cas de chômage, de licenciés. Cependant, pendant qu'on travaille, on n'a pas ça en esprit. C'est-à-dire, du moment où on a une activité qui nous permet de vivre au quotidien, on ne pense pas à perdre son emploi demain. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours préparé à pouvoir affronter ces cas de licenciement. Donc, il faut se déconnecter. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas dans la situation, c'est difficile d'avoir une appréciation. Nous en parlons parce qu'effectivement, on est plus cultivés, on fait des recherches et tout, et on a la chance finalement d'avoir des personnes autour de nous qui sont passées par là. Mais il faut dire que pendant que vous travaillez, il est difficile de se projeter en licencié. C'est peut-être ça qui fait problème, Madame Chouala, parce que justement, on ne pense pas après, on vit l'instant présent et on ne pense pas, on n'imagine pas l'éventualité selon laquelle on peut être licencié demain. Du coup, on ne se prépare pas. Oui. Et c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il faudrait y penser et toujours prendre des précautions, se préparer à cette éventualité. Ce serait très très bien, effectivement, de pouvoir envisager ce genre de préparation psychologique. Cependant, personne n'a envie d'être licencié. Je suis désolée. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais personne n'a envie de passer d'employé permanent à licencié. Non, c'est la raison pour laquelle tout le monde, enfin, la majorité se refuse
de se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire de se retrouver en position de personne licenciée. Du coup, personne ne travaille autour de... Si jamais ça m'arriverait... Regardez un peu, laissons un peu, permettez-moi de glisser un peu du licenciement pour parler de la retraite. Combien de personnes se préparent quand ils vont en retraite? Pourtant, elles se préparent quand elles vont en retraite. Pourtant, elles le savent. Elles savent, il y a même les dates qui sont déjà arrêtées. Mais personne, enfin, très peu de personnes se projettent sur l'avenir après la retraite. À plus forte raison. Et ces personnes-là qui vivent mal leur retraite? Tout à fait. À plus forte raison, quand on parle de licenciement, à aucun moment donné, on a envie de passer à ce statut-là. Non, pas du tout. Du coup, effectivement, on ne se prépare pas. On ne se prépare pas. On gagnerait effectivement à être préparé. Mais il faut dire, Audrey, que ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident de se projeter. L'exemple que Maître a donné tout à l'heure m'a intéressé parce que le comportement qu'on doit avoir dans la société, quand on est un travailleur, quand on a un revenu permanent avec des gens autour de soi, c'est un comportement qui doit être un comportement sain. Parce qu'il faut dire quand même que ce n'est pas l'argent qui doit pouvoir, parce qu'on a le pouvoir, permettre d'assujettir tout le monde. Ou alors de mettre tout le monde à sa merci. Je dis non. Voilà, donc c'est des comportements comme ça, parce qu'on ne connaît pas demain. Et davantage, les chrétiens disent que tout ce que Dieu fait est bon. Ça, j'adhère à cette approche. Parce que de toutes les façons, il ne vous arrive pas quelque chose pour rien. Très souvent... il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, enfin, on va dire ça comme ça. Mais toujours est-il que à chaque fois, on ne perçoit pas le côté positif de ce qui nous arrive. Parce qu'à chaque fois, il y a un côté positif. Autant quand il ferme une porte... Et l'autre s'ouvre. Oui, l'ouvre l'autre. En fait, c'est comme on ne prête pas attention sur le bruit de l'ouverture de l'autre porte. Toujours est-il qu'elle est ouverte de l'autre côté. Voilà. Alors, donc je dis, la difficulté réside autour de... On ne se projette pas de se retrouver dans ce cas de figure. Mais le hasard n'existe pas. Et on doit pouvoir donc user d'une force que nous devons développer nous-mêmes. Parce que de toutes les façons, c'est vrai qu'on n'est pas des super-hommes, mais on doit pouvoir le travailler. J'ai souvent parlé sur ces plateaux de développement personnel qui est important. Ça permet de pouvoir pallier à plusieurs choses qui nous entameraient parce que quand on se retrouve dans ces situations-là. Alors, pour éviter justement de déprimer lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, peut-être que les uns et les autres gagneraient mieux à se former tout au long de leur vie. C'est-à-dire ne pas arrêter de se former pour mieux rebondir après. Vous savez, on dit toujours que qui veut aller loin, ménage sa monture. Vous savez, la vie, c'est un processus qui commence dès notre naissance. D'ailleurs, dès notre conception, moi en tant que juriste, c'est ce qu'on dit. Dès que vous êtes conçu, vous êtes déjà une personne. Vous avez déjà une personnalité, puisque vous pouvez acquérir des droits dès la conception. La seule condition étant que vous naissiez vivant et viable, c'est-à-dire que vous ne naissez pas monstre, vous naissez comme un être humain. Et donc, dès la conception, d'ailleurs Heidegger disait, dès qu'on est, on est assez vieux pour mourir. Dès la conception, jusqu'à votre mort, ce n'est que des étapes difficiles que vous allez rencontrer. Il n'y a rien qui est bien. C'est vrai qu'on dit d'habitude qu'il y a ceux qui naissent avec une cuillère en or. Mais le fait d'avoir aussi une cuillère en or est un problème. Parce qu'il faut garder l'or. Et vous savez que tout le monde est la conquête de l'or. Donc on va chercher à vous arracher cet or-là. Ne serait-ce que pour garder votre or, vous avez déjà un travail extrêmement délicat. Cela veut dire qu'au cours de notre vie, on n'a pas de repos. Et vous savez, là, on met souvent ici repose en paix. C'est au cimetière quand vous êtes mort. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que toutes ces étapes de la vie qui nous arrivent nous durcissent si nous avons été bien préparés. D'autres vont choisir le chemin de la foi pour raffermir les difficultés auxquelles ils vont faire face en disant oui, Dieu, j'accepte, mais je sais que tu es là et aide-moi à affronter ou à surmonter cette telle étape. D'autres vont prendre des chemins tortueux que vous connaissez, des réseaux de ceci, de cela, pour qu'on les protège sur le plan magique, magico-religieux, etc. Je ne voudrais pas entrer là-dedans. D'autres vont prendre le chemin que tout le monde doit prendre, celui de la formation. C'est-à-dire être bien formé, être bien éduqué, et se dire, maintenant je peux être au statut bloc. On ne quitte pas au hasard pour aller faire une course de fond.
où on ne quitte pas au hasard pour aller faire une compétition. On se prépare. C'est vrai que certains naissent avec des aptitudes, c'est-à-dire ils naissent avec ça, ils sont innés, parlent bien, ils sont nés avec. Mais tout se prépare. Et donc, quand vous voulez ne pas arriver à des situations extrêmes qui vous bloqueraient, elle a parlé tout à l'heure de développement personnel, ça fait partie d'une formation. C'est-à-dire que devant n'importe quelle étape, vous devez vous dire, un homme ne peut évoluer qu'en franchissant des obstacles. Vous savez, le sucre, c'est bien, hein, mais ça donne du diabète, vous savez. Donc, ce n'est pas tout ce qui est bien qui vous favoriserait toujours forcément. Parfois, devant les difficultés, vous sortez vainqueur. Les héros ne sont héros que parce qu'ils sont arrivés avec certaines étapes. On ne devient pas héros au hasard. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par tous ces exemples que je donne? C'est qu'on se prépare à affronter la vie dès qu'on est. D'abord, l'éducation au niveau de la famille. On va vous dire que ne touchez pas le feu, ça brûle. N'insultez pas les gens, c'est pas bon. Parce qu'au sein de l'entreprise, on peut vous renvoyer parce que vous avez eu un comportement malsain. Elle a indiqué tout à l'heure. Vous insultez les gens, vous bagarrez avec votre patron, vous ne respectez personne, vous pouvez perdre votre emploi sans le savoir. Donc, c'est toute l'éducation que vous avez eue qui vous permettra maintenant d'affronter tous les obstacles. Vous êtes au sein de l'entreprise, vous savez bien que les gens ne vous aiment pas, entre guillemets, ils n'apprécient pas. Aux Uber, il y a des gens comme ça, que votre tête là, on ne voudrait pas vous voir. Vous devez avoir un comportement qui fait de telle sorte que, comme disait Jésus, on ne vous aime pas, mais aimez-les. C'est-à-dire, au lieu d'entrer dans une agressivité qui ne dit pas son nom, mais prenez le contour. Et à la longue, même parfois, vous allez les transformer. Comme on dit toujours dans la religion, transformer les pécheurs en croyants. Et donc, votre attitude, et j'ai parlé des attitudes tout à l'heure, peut vous permettre de surpasser des périodes difficiles. Pendant que les autres peut-être vont se moquer de vous, que vous êtes licencié, etc., vous vous remettez vos forces. Vous vous dites, je suis encore en vie, donc je peux. Vous vous recalibrez, vous reprenez l'énergie. Parfois, même vous vous reposez parce que vous avez travaillé des années, 20 ans, vous n'avez pas eu de repos. Ça vous permet au moins de prendre peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois de repos. Un peu de recul. Et à ce moment-là, vous vous relancez. Formez-vous toujours. Moi, je suis curieux parfois de voir que les gens qui ont des emplois parfois bien huppés, le soir, se retrouvent en train de boire, ils ne suivent pas des journaux, ils se fichent pas mal des évolutions technologiques et autres. Ils se disent, je suis arrivé, basta. Le jour où il y a clash, il est perdu. C'est compliqué. Alors, Madame Chouala, les professions libérales mettent à l'abri de ce type de déconvenus? Oui, il faut dire que quand on est dans une profession libérale, on a le choix, parce que de toutes les façons, on ne va pas soi-même se faire licencier. Cependant, dans la profession libérale, on peut être sous un comment vous appelez, un mentor, sous un parrain. Alors, dans ce cas... il peut également arriver qu'on vous mette dehors. Cependant, si vous êtes à votre propre compte et que vous êtes votre propre patron, il est difficile de se licencier soi-même. Voilà, donc non. Il y a une autre, je ne couperai pas la parole à Madame Chouala qui a abordé vraiment l'angle important de ce débat. Mais je veux dire que dans la profession libérale, c'est difficile. C'est là justement où on voit les capacités de chacun. Parce que, vous savez, lorsque moi j'ai terminé mon stage, j'avais le choix entre rester dans le cabinet. D'ailleurs, ma marraine me proposait à l'époque, puisque je gérais bien le cabinet et que j'avais un certain nombre d'éléments qui lui permettaient de me garder à ses côtés. J'avais le choix entre rester avec elle, former une SCP, et puis sauter dans l'eau vide. J'ai préféré sauter dans l'eau vide. C'est-à-dire qu'elle-même n'en revenait pas, mais j'ai préféré. Alors, si je donne cet exemple, c'est pour dire que parfois, le choix d'être soi-même, on encourt des risques. Vous sautez dans l'eau vide, vous n'avez rien prévu, vous chutez, vous perdez tout. Vous sautez dans l'eau vide, vous vous dites, j'ai des capacités de faire, ce ne sera pas évident. Il y a d'autres qui ont sauté, qui sont revenus. C'est-à-dire que vous devez maintenant mettre vos aptitudes physiques, intellectuelles, morales et parfois des capacités financières pour rester au top. Et cela vous amène aussi à vous former, à vous informer, parce que la concurrence est rude. Dans toutes les professions libérales, il y a concurrence. Parce que si quelqu'un vient, par exemple, au cabinet Maître Bondier, se rend compte que monsieur là, tous les dossiers qu'on lui donne, il les perd.
et puis ne les plaide pas comme il faut, mais attends, il va choisir un autre cabinet, c'est son droit. Et donc vous devez toujours être performant, vous devez toujours être à la, comment je peux dire, vous devez toujours être au top. C'est-à-dire que quand vous agissez, on doit se dire, cette personne-là, c'est la seule qu'on mérite. Et même les employeurs, et c'est là la similitude, un employeur qui cesse d'évoluer, il cesse d'être utile à son... un employé, je veux dire un salarié, il cesse d'être utile à son employeur. Parce qu'il faut créer, il faut innover. Aujourd'hui, ce n'est plus les histoires où on te dit tape sur le clou, tu te mets à taper sur le clou. Il faut réfléchir comment même modifier ce clou-là, parce qu'on n'est plus salarié aujourd'hui comme à l'époque, où on faisait sans rien dire. Aujourd'hui, c'est la participation. Chacun apporte son plus. C'est vrai, il participe en collaboration avec ses supérieurs hiérarchiques. Il ne décide pas seul, mais il fait des propositions qui parfois peuvent surprendre même ses supérieurs hiérarchiques. Et à ce moment-là, il y a des promotions par rapport à ça. Donc on doit toujours se remettre en cause. Qu'on soit dans le libéral ou sous les ordres, on a un plus à apporter. Et comme le monde évolue très vite, on doit aussi évoluer très vite. Sinon, on meurt. Voilà. Madame Chouala, est-il vrai que plus on a des références dans son CV, plus facilement on peut se reconstruire? C'est souvent ce que j'ai entendu dire. Alors, vous êtes d'accord avec disons qu'avoir des références dans son CV permet de pouvoir valider les compétences qu'on a. Alors, quand on a des compétences, on se dit effectivement on est plus vendable en entreprise. Alors, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au sortir d'un licenciement, ça ne suffit pas. Parce que ce n'est pas parce que vous avez toutes les compétences nécessaires que vous serez forcément la personne prise. Il y a d'autres personnes autour, parce qu'il y a une concurrence rude. On dit souvent qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Je suis d'accord sur le fait qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Cependant, il n'en demeure pas moins que comme vous n'avez pas prévu un licenciement, vous êtes quand même dans les pommes. C'est-à-dire que tout de suite, vous êtes d'abord dans les pommes et ensuite, vous allez vous remettre. Cependant, le fait que vous ayez donc ces compétences vous donne un plus par rapport aux autres personnes qui n'ont pas. C'est-à-dire que vous êtes à même de pouvoir rapidement ou alors à court terme trouver un autre emploi que quelqu'un qui n'a pas cette formation. Voilà. Effectivement, c'est un atout, mais seulement ça n'empêche pas de passer, de suivre les étapes dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir remonter à la surface et être vendable sur le marché. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une position de personne licenciée, c'est le même état d'esprit, c'est le même choc qu'une personne qui n'a pas le même niveau. Cependant, les aptitudes que vous avez, les capacités que vous avez à rebondir, vous donnent un avantage à celui qui n'a pas ces éléments-là, ces compétences. Oui, maître. Oui, moi je voulais revenir sur ce qu'elle a dit, parce que c'est très important, surtout dans nos sociétés africaines, où les gens donnent l'impression qu'avoir le diplôme, c'est être compétent et compétitif. C'est faux. Si on prend que notre petit microcosme du Cameroun, il y a tellement de diplômés au Cameroun. Mais moi, j'ai coutume de dire qu'il y a tellement de diplômés et peu d'intellectuels. Parce que l'essentiel n'est pas d'avoir les diplômes. L'université nous habilite, nous donne, nous capacite, si on veut. Mais après cette habilitation, cette capacité, il faut maintenant rendre pratique la théorie qu'on a dans la tête. C'est ceux qui nous apportent un plus, qui sont vraiment considérés comme des intellectuels. Le gars qui nous fait un puits dans le coin, c'est lui qui nous invente la machine à décortiquer les arachides. Il est plus intéressant dans la communauté que le gars qui est assis dans son bureau et qui sait que tel on doit licencier, tel on doit radier. Bon, vraiment la théorie de tel dit que si vous ne faites pas comme ça, bon. Non, on a besoin de ceux-là qui mettent en pratique leur théorie. Maintenant, pour revenir et dire que ce n'est pas toujours les diplômes qui permettent de retrouver l'emploi. Parce qu'on a même peur des diplômés. D'ailleurs, vous coûtez cher. Et ensuite, le gars, il est assis dans son bureau, dit, je vais le recruter, m'apporte même quoi. Or, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand vous avez eu la chance... Vous ne pouvez pas dire ça, hein? Vous allez décourager les jeunes étudiants. Non, je ne les décourage pas. Je voudrais dire que quand vous avez la chance, justement, quand vous avez la chance, je les reçois là, et je le leur indique d'ailleurs, parce que je trouve, certains, ils sont beaucoup intelligents, mais parfois, sur les petits détails, ils ne mettent pas trop d'accent. Et ça les élimine un peu partout. Quand vous avez la chance d'arriver dans une structure, profitez pour faire valider vos aptitudes, vos compétences.
Parce que c'est ça qui va rester. Même si cette structure vous licencie aujourd'hui, vous avez eu justement à flirter avec un certain nombre, à partir de là, d'autres structures qui connaissent que peut-être dans la maison A, vraiment il y a tel là-bas qui travaille, c'est excellent. Vous donnez l'image d'une personne, comme disait l'autre, quand vous êtes balayeur de rue, balayez bien. De telle sorte que même quand Dieu arrive, ils disent qu'ici, il y avait un balayeur de rue. Et donc quand vous travaillez, et vous montrez vos compétences, vous ne manquerez pas de travail. Vous ne manquerez pas de travail parce que à chaque endroit où vous arriverez, les gens vont applaudir. Parfois, on ne vous dit pas que vous êtes compétent parce que les gens sont orgueilleux. Au Cameroun, la jalousie a traversé. Les gens sont jaloux. Jaloux, etc. Vous travaillez dans une structure, on sait que c'est vous qui faites la force, on ne vous dira pas. Parfois même on vous méprise, parfois on vous gronde, mais on sait que si vous n'êtes pas là, la structure tombe. Il y a un manque. Et donc, quand les gens vous amènent parfois dans des engueulades ou tout simplement dans des mésintelligences, faites attention. Parfois, c'est de la jalousie pour vous pousser vous-même à commettre des fautes. Et à ce moment-là, à vous séparer de la structure. Vous savez, le patron est assis là-bas, il vous apprécie. Mais au sein du groupe, d'autres peuvent être jaloux et saboter votre travail. Alors, donc, Maître, vous chutez rapidement. Oui, je chute en disant qu'effectivement, ces compétences doivent être mises en avant par les diplômes. Les diplômes, c'est bon. Demandez à Maître Bondier combien de diplômes il a. Je ne vous dirai pas. Mais je vous dirai que je suis un. On ne vous poserait même pas la question. Hein? Mais jamais. Alors, on va prendre le Vox Pop. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Comment se reconstruire après un licenciement? Je vous propose de suivre ces réactions et nous, on se retrouve juste derrière le Vox Pop. Je pense qu'un licenciement ne fait pas un homme moins que l'autre ou alors plus que l'autre. Quand vous êtes licencié, il y a des chômeurs dehors. Vous êtes chômeur, après vous trouvez autre chose à faire. D'abord prendre conscience des causes du licenciement et après, pourquoi pas postuler à un autre emploi. Mais surtout les causes, parce que ce n'est pas fortuit quand même. C'est surtout les causes du licenciement et après tirer les leçons. Voilà. Bon, pour un début, il faut d'abord voir comment, pourquoi, pour quelles raisons, si le licenciement était abusif ou bien c'était de son propre gré. Donc, de toutes les façons, le travail, lorsque l'on a déjà un bagage intellectuel, l'on peut trouver le travail n'importe où. Donc, il faut juste prier Dieu et tenter ailleurs si cela va marcher, puisque la vie ne se limite pas seulement chez un seul employeur. C'est une question, je vais dire pour moi, plutôt difficile parce que se reconstruire après un licenciement, dans le contexte qu'on a aujourd'hui, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Le travail déjà n'est pas évident, donc se reconstruire, ça dépend des bases qu'on se fixe. On peut commencer par quelque chose d'autre, on peut commencer par une certaine autre activité, tout simplement. Ça veut dire si on ne peut pas continuer à faire dans ce qu'on... Oui, ce que vocationnellement on a appris à l'école, on peut se mettre à un autre secteur d'activité complètement. Moi je me dis, parce que déjà aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'école mais qui ne parviennent pas à faire effectivement ce qu'ils ont appris à l'école. Je veux dire dans le monde professionnel. Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'après un licenciement, il faudrait essayer de trouver mieux ailleurs. Essayer d'abord de voir son prédécesseur, son ancien employeur, pour avoir sa lettre de fin de travail pour essayer de trouver mieux ailleurs. De ma part, ça serait mieux de voir mieux s'asseoir et réfléchir et voir un peu dans quel système on peut encore se relancer personnellement par rapport à l'expérience qu'on a eu à acquérir durant son parcours et de là où on travaillait d'avant. La plupart du temps, c'est pas facile. La plupart du temps, c'est pas facile et bon, c'est justement ça, il ne faut pas se laisser aller, il faut essayer de se relever et chercher les forces pour trouver notre travail, notre job. Ah, c'est difficile, ça dépend des économies qu'on a fait. Si on a des économies, bon, on peut se lancer dans les affaires, mais sinon c'est difficile, c'était difficile. Je pense qu'il faut d'abord prendre le temps de voir la situation, il faut d'abord examiner la situation, ça prend du temps. Maintenant, ce qu'on va faire, il ne faut pas se précipiter, parce que quand on se précipite, le peu de sous qu'on a, on dilapide. Donc
On prend du temps, on réfléchit. Ça peut prendre 3 mois, 4 mois. Et après, on s'assure que le plan qu'on est en train de... qu'on va choisir le bon, mettre en œuvre le bon. Oui, je pense qu'il faut d'abord faire une analyse de sa situation. Oui, prendre un temps pour réfléchir à ce qu'il faut faire. Oui, oui. Si vous avez un licenciement, la première des choses, c'est de faire un bilan, s'asseoir et faire son bilan, son autocritique, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Faire une évaluation de ses compétences et voir quelles sont les véritables opportunités qu'on peut avoir et prendre le courage, son courage à bras le corps et puis se lancer. Il y a toujours des opportunités. La vie ne s'arrête pas après un licenciement, il y a toujours des opportunités. Voilà. Autour sur ce plateau, on n'aura malheureusement pas le temps de commenter ce Vox Pop. On va passer à la question suivante. Les femmes, Maître Bondji, les femmes et les hommes réagissent-ils de la même manière au phénomène? Pas du tout, parce que ça dépend des responsabilités que chaque personne a par rapport à la vie sociale, sur le plan économique, sur le plan historique. Et vous savez même que sur le plan purement, j'aime parler, traditionnel de l'Afrique, l'homme se considère toujours comme étant celui-là qui doit tout faire. Et donc, il a le devoir de protection de sa femme, le devoir de protection de ses enfants, le devoir même de protéger ses beaux-parents et ses parents. Et donc, quand il perd son emploi, il sent tout ce poids, en fait, l'aplatir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme si on vous mettait sur la tête des bagages qui sont 10 fois supérieurs à votre capacité. Qu'est-ce que cela va arriver? Vous allez vous sentir abasourdi par ce poids et vraiment étreint. Par contre, pour la femme, parfois c'est pour une femme qui est aimée de son mari, qui a une stabilité familiale, parce qu'il y a des femmes libres aussi, qui s'occupent, elles, de ses enfants et parfois de tout ce qui la concerne. Mais parfois dans un couple, le plus souvent dans un couple, la femme se dit, mais bon débarras, je vais maintenant m'occuper de mon mari, je vais m'occuper de mes enfants, j'aurai tout le temps nécessaire. Et lorsqu'elle arrive, le mari même va montrer peut-être que c'est mauvais, mais quelque part va se dire, mais c'est même bien. Comme ça, il va bien s'occuper de moi maintenant. Le peu que je vais gagner, je vais apporter à la maison. Et du coup, elle se sent plus encadrée. Et elle se dit, bon, c'était bien, mais j'ai au moins mon mari et mes enfants qui sont là. Et donc, à ce niveau, j'estime que la femme a moins de points que l'homme lors d'un licenciement. Voilà. Alors, entre managers et ouvriers, on constate que les premiers réagissent, rebondissent plus aisément que les premiers. Madame Chola, comment peut-on l'expliquer? Alors, vous voulez dire que les managers réagissent? Oui, les managers rebondissent plus facilement que les ouvriers. Comment ça s'explique? Il faut dire que les ouvriers n'ont pas effectivement le même statut. Donc, du coup, sont des personnes, comment dirais-je, j'ai pas envie de dire des sous-hommes par rapport aux autres, mais j'ai envie de dire plutôt qu'ils sont moins nantis. Ça fait que c'est la survie en permanence. C'est-à-dire, contrairement aux cadres et aux dirigeants qui ont la position de dominateur, l'ouvrier en fait est plutôt plus ou moins à la merci. Donc en fait, c'est la survie permanente. Du coup, la difficulté est plus grande dans la mesure où déjà, il ne vit pas, il vivote. Alors, davantage, perdre ce petit emploi qui le maintenait plus ou moins en vie, c'est plus compliqué. À la limite, c'est comme si c'est le ciel qui lui tombait sur la tête. Parce qu'en fait, il n'a pas les mêmes capacités intellectuelles, il n'a pas forcément la formation. Ça fait que c'est difficilement gérable que le cadre qui compte sur la formation, qui compte sur les diplômes, qui compte sur la compétence. L'ouvrier, en fait, il est plus touché, il est plus meurtri dans son être parce que il vient aggraver la pauvreté dans laquelle il était déjà, la précarité. Donc du coup, c'est carrément une descente aux enfers. Parce que s'il louait, je dis vraiment n'importe quoi, s'il louait un espace où il logeait toute sa famille, un studio, voilà. Alors, du jour au lendemain, il ne sera plus capable de payer les 15 000 francs pour un studio. Mais c'est carrément... psychologiquement, il est plus atteint que le manager qui est licencié du jour au lendemain. Il est plus atteint parce que, du coup, est-ce que je retourne au village? Est-ce que c'est plus compliqué pour lui? C'est plus compliqué. Le manager, en fait, il a probablement des acquis. Parce que, bon, entre-temps... pour ceux qui sont prévoyants, ils ont probablement acheté un terrain, construit une maison. Ce n'est pas le cas pour l'ouvrier. L'ouvrier survit
Oui. J'ai 10 francs aujourd'hui, il faut que je sois vraiment limité dans les dépenses, parce que je ne connais pas demain. Il a déjà du mal à pouvoir gérer le côté santé des enfants. Alors perdre ce petit emploi qu'il avait, c'est franchement c'est le déluge, quoi. Oui. C'est difficile. Il va devoir se battre beaucoup plus. Tout à fait. Que le manager qui perd son emploi pour retrouver. Absolument. En fait, ça lui demande un peu plus d'efforts voilà, que le manager. Parce que comme j'ai dit, il n'a pas de formation de base. Ou alors même s'il a une formation, elle est très limitée. Du coup, ça suscite en lui de faire plus d'efforts, de doubler plus d'efforts pour pouvoir s'assurer que demain, il pourra avoir les 20 000 francs qu'il avait tous les mois, sinon peut-être 10 000 au moins pour avancer un tout petit peu, quoi. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Alors, au final, se reconstruire après un licenciement ne dépend-il pas des liens et connaissances qu'on aurait construits au fil des années? Maître Bondé, je commence par vous. Oui, je pense même que la vie du futur dépend du passé et du présent. C'est-à-dire que par où vous êtes passé hier, vous pouvez envisager où vous allez passer demain. Donc, si vous oubliez votre passé, et d'ailleurs, c'est le concept qu'on a toujours reporté aux Africains, parce qu'ils veulent oublier leur passé, parce qu'ils portent les cravates, les vestes, ils ont les véhicules, la lumière, ils croient qu'ils sont devenus brutalement des Blancs. Ils oublient que hier, ils étaient, entre guillemets, des singes rampants. Et donc, quand vous oubliez votre passé, vous risquez de construire un mauvais futur. Donc, il faut en tenir compte. Mais je voudrais insister beaucoup plus sur la reconversion. La reconversion, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais être statique. La vie est dynamique. Si je suis aujourd'hui, Maître Bondé, avocat, et que l'avocature est fermée, que j'ai la capacité de rebondir ailleurs. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis. Vous allez trouver quelqu'un aujourd'hui médecin, demain vous le retrouvez ingénieur agronome, etc. Les gens ont cette capacité de mouvance en fonction de leurs intérêts et en fonction des possibilités. D'où l'importance de se former aussi. D'où l'importance de se former et de se dire dans la tête. Comme on le dit d'ailleurs dans notre jargon, le poisson ne vit pas dans l'eau chaude. Mais j'ai vu des poissons dans l'eau chaude. J'ai vu certains poissons dans l'eau chaude. Mais on le dit pour dire quoi? Quand vous êtes quelque part, si vous trouvez meilleur ailleurs, déportez-vous sans gêne. Pourvu que cela ne crée pas de problèmes aux autres. Donc il faut avoir cette capacité de mouvance, de réadaptation, mais qui passe forcément par la formation et surtout la culture. Parce que les gens croient que se former, c'est aller à l'école. Non. Le fait de suivre votre émission, c'est une formation. Le fait de lire les journaux, c'est une formation. Le fait de lire des livres, d'aller, de converser, etc., on gagne toujours un plus. Et c'est là que vous créez non seulement du relationnel, parce que plus vous discutez, plus vous parlez, plus vous ouvrez au monde, plus vous avez une vue globale et du relationnel qui, en cas de difficulté, peut vous servir. Vous pouvez appeler, et par exemple, Audrey pour lui demander vraiment, Audrey, vous savez, moi j'ai eu des difficultés de telles. Est-ce que dans vos relations, là, vous ne pouvez pas m'aider à tel endroit? Si vous avez la possibilité, vous allez dire, attendez, je vais appeler Madame Chouala, peut-être qu'elle peut vous trouver quelques solutions. Voilà. Madame Chouala. Alors, ce que moi je vais dire, c'est quoi? C'est que la constitution de la personne et ce que la personne fait d'elle-même est très importante. Alors, vous êtes en entreprise, vous travaillez avec les gens, mais vous restez toujours dans votre coin. Ça ne vous apportera rien quand vous allez partir de cet emploi, quand vous allez perdre votre emploi. Parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes qui disent être timides, qui n'ont pas de dynamisme, comme Maître Bondé l'a dit tantôt. Cependant, c'est très important, parce que votre dynamisme va vous payer demain. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre lieu de service, déjà, il faut être sympathique avec les gens. Ce n'est pas nécessairement être ami, mais il faut être sympathique avec les gens, il faut être bien avec les clients, c'est-à-dire les accueillir correctement et tout, et surtout échanger avec eux. Mais sortir également du professionnel, parce qu'il y a des activités hors professionnelles qui sont importantes. Il y a la pratique du sport, il y a des associations, il y a pas mal de choses qui sont importantes. Et c'est justement toutes ces choses importantes qui vont vous développer le relationnel. Parce que c'est au sortir, quand vous allez perdre votre emploi, que vous allez vous rendre compte combien c'est important de connaître les gens. Parce que le fait que vous partagez les mêmes intérêts, la même passion, vous rapproche. Et parce que vous vous êtes rapprochés, de manière comment dirais-je, objective, cette personne voudra vous aider parce que vous partagez les mêmes valeurs. Il est important, à mon sens, de ne pas rester en se disant que bon, tant que je travaille, je ne demande rien à personne. Tu vois.
C'est important le relationnel. Voilà. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette émission. C'est vrai que j'ai annoncé en début d'émission 90 minutes de débat, mais on aura fait 60 minutes pour cause de match. Vous aurez après cette émission la 33e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division qui vous sera proposé. Le match Hambourg contre Bayern de Munich, présenté par Welika. On se retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.